Ma femme a demandé le divorce et a détruit ma vie. Je me suis relevé et lui ai fait regretter. Combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une épingle? Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel? Combien de temps dure l'éternité? Je ne peux pas répondre aux deux premières questions, mais je connais la réponse à la troisième: 4 ans, 3 semaines, 5 jours, 2 heures, 10 minutes et 50 secondes, à peu près. Quelle folie de ma part de penser que jusqu'à ce que la mort nous sépare durerait beaucoup plus longtemps. Mais que je sois damné si, à 15h14 le vendredi 15 juin, lorsque le shérif adjoint est venu à mon bureau et m'a remis une enveloppe. Vous avez été assigné, c'est tout ce qu'il a dit avant de faire demi-tour et de quitter la banque. Chaque seconde s'est éternisée alors que j'ouvrais l'enveloppe Kraft et lisais les mots « demande de dissolution de mariage ». J'ai ressenti une douleur dans la poitrine comme si j'avais une crise cardiaque. Mais je n'ai pas eu cette chance, et ça s'est encore amélioré. Il y avait aussi une ordonnance restrictive m'interdisant de rentrer chez moi, la maison que je possédais avant de me marier. Il était écrit que je ne pouvais même pas appeler Brienne pour savoir pourquoi elle voulait divorcer. Ma femme depuis 4 ans avait juré sous serment qu'elle craignait pour sa sécurité si je la contactais. Je suppose qu'elle a oublié de dire au juge que nous avons fait l'amour la nuit précédente, 2 fois. Mais corrigez cela, j'ai fait l'amour avec elle, elle m'a simplement dupé. J'ai dû aller chez ma mère avec seulement les vêtements que je portais et demander à récupérer ma chambre d'enfant. Dire que je n'avais rien vu venir serait le plus grand euphémisme jamais prononcé. J'étais un idiot heureux faisant des plans pour notre avenir, rêvant de bébés qui n'étaient pas encore nés et impatient de vieillir avec ma meilleure amie. Tout ce que je connaissais a été dévasté. Le mois suivant a été un tourbillon infernal. Mes finances ont été scrutées minutieusement, pour s'assurer que je ne cachais pas $1 pour m'acheter un repas économique au déjeuner. Ensuite, il y a eu des dépositions. Comme l'a écrit Dante Alighieri dans la Divine Comédie, chaque niveau de l'enfer était pire que le précédent. Et je les ai tous vus. Malgré tout, j'ai continué à poser une seule question: pourquoi? On ne pense pas clairement quand on a le cœur brisé, alors j'ai accepté tout ce qui m'était proposé. Tout ce que j'ai demandé à ma future ex-femme, c'est qu'elle réponde à ma seule question. Le jour du procès, elle n'a même pas eu la décence de le faire en face à face. À la place, son avocat élégant m'a remis une feuille de papier, même pas écrite à la main, mais tapée, à double interligne et avec de larges marges. Quel soulagement, je n'avais rien fait de mal. Elle s'était simplement reconnectée sur Facebook avec Charles Winston III, son premier amour à l'université, son âme sœur. Celui qui lui avait ôté sa virginité, dont on m'avait assuré que c'était mon cadeau de mariage. Il semble qu'ils étaient un Roméo et Juliette moderne. Charles Winston II avait interdit à son fils unique d'épouser Brienne. 4 ans plus tard, le destin a pris le relais et il est décédé d'une crise cardiaque massive. Le lendemain des funérailles du vieux, le fils est allé chercher son ancienne amante. Le paragraphe suivant m'a presque assommé. Je te divorce parce que je te respecte trop pour avoir une liaison avec Charles. Quelle chance j'avais qu'elle m'estime autant, sinon elle aurait pu arracher mon âme et jeter mon cadavre sur le trottoir. Ah, attends, elle l'a fait. Je pleurais trop pour lire le reste. Notre divorce sans faute a été finalisé 2 jours plus tard. Je suis sorti du tribunal, je suis allé à la banque et j'ai démissionné. Je n'étais plus capable de penser rationnellement, alors j'ai décidé de partir avant d'être licencié. Maintenant, je conduis vers nulle part en particulier en Californie. Pourquoi la Californie? J'ai toujours voulu voir l'océan Pacifique. Ma prochaine étape a été la concession Ford, où j'ai échangé ma décapotable Mustang contre un pick-up de 3/4 de tonne avec un camping-car. Un camion de déménagement est apparu chez ma mère pendant que j'étais absent et a laissé 6 cartons en papier contenant tous mes biens. J'ai pris quelques jours pour préparer le camping-car pour traverser le pays. Ce serait ma maison au moins pour l'année à venir. Maman a essayé de me convaincre de ne pas partir, mais ma décision était prise. Je lui ai dit que je devais faire cela si je voulais survivre. J'ai promis d'appeler régulièrement. J'ai décidé d'éviter l'autoroute et de conduire vers l'ouest par des routes secondaires jusqu'à ce que je sois à court d'essence et de voir ce que le destin me réservait. Mon plan était de trouver un travail manuel, quelque chose qui demande plus de force que de cerveau, et de ne pas rester plus de 2 semaines à un endroit. Je suis arrivé dans une petite ville au coucher du soleil. La seule chose ouverte sur la route principale était un bar délabré qui servait de la nourriture. J'ai remarqué une pancarte écrite à la main sur la fenêtre, « Nous embauchons ». Avec une bière froide, j'ai parlé au barman, également propriétaire, du travail. Je lui ai dit que je ne faisais que passer,
mais que je cherchais à gagner quelques sous pour l'essence. Il m'a évalué nerveusement avant de dire, une journée de travail acharné pour un salaire minimum, tu as ton déjeuner et ton dîner et tout pour boire que tu reçois. Tu paies ta propre bière. J'ai répondu, si tu as un endroit pour garer mon camping-car, je suis ton homme. Gare-toi juste là, sur le gravier. Ensuite, mets ce tablier et commence à nettoyer les tables. Et ainsi a commencé ma nouvelle carrière. Le 7e jour de mon odyssée, j'ai rencontré une femme peut-être 10 ans plus âgée que moi, mais pas si mal en point. Cette nuit-là, j'ai couché avec la 2e femme de ma vie. C'était bien, très bien. Fidèle à ma parole, je suis parti après 2 semaines. Phil, le propriétaire, m'a remis une enveloppe avec mon salaire et a dit, tu as un emploi quand tu veux. Au cours des 6 mois suivants, j'ai travaillé dans 12 restaurants différents, des bars de bord de route, et j'ai rencontré une douzaine de femmes différentes qui ont entendu mon histoire et voulaient me remonter le moral. Puis j'ai rencontré un obstacle inattendu, l'hiver dans les montagnes rocheuses. La neige tombait si fort que je pouvais à peine voir la route lorsque j'arrivais dans une ville sans nom au Colorado. Vu l'absence de circulation, il semblait que tous ceux qui avaient un peu de bon sens étaient bien au chaud dans leur lit pour affronter la tempête. Les seules lumières que j'ai vues provenaient du commissariat. Je me suis garé devant et j'ai expliqué au shérif que j'avais besoin d'un endroit pour me garer jusqu'à ce que les routes soient dégagées. C'était un type sympa et il m'a dit que je pouvais me garer sur leur parking. Il a même passé un coup de fil au restaurant de l'autre côté de la route pour que je puisse manger quelque chose. Je m'y suis rendu, la propriétaire était une femme plus âgée qui parlait avec un accent italien. Elle m'a examiné de haut en bas et a dit, « Mon petit-fils dit que tu essaies de braver la tempête dans une boîte de sardines sur une camionnette. Tu as l'air d'un bon garçon. J'ai un lit dans l'arrière-boutique qui sera beaucoup plus confortable. » J'ai remercié tout en dévorant l'une des meilleures cuisines que j'ai jamais mangées. Le lendemain matin, j'ai été réveillé avant l'aube par les bruits de Madame Volano en train de cuisiner. J'ai regardé par la fenêtre, tout ce que je voyais, c'était de la neige. En m'habillant, j'ai remarqué une pile de plusieurs dizaines de pots de peinture empilés contre le mur. Après avoir échangé nos salutations, j'ai demandé à propos de la peinture. Elle a dit, « Mon défunt mari, que Dieu ait son âme, a acheté ça il y a environ 10 ans. Le fou, il n'a jamais rien peint de sa vie. J'ai travaillé pour payer mes études en peignant des maisons et je serais heureux d'échanger mon travail contre sa nourriture. » Un accord a été conclu, un accord qui a changé le cours de ma vie. Je peindrai tout le restaurant en échange d'un toit et de la nourriture. J'aiderai aussi à la cuisine pour préparer les repas lors des coups de feu du dîner. Chaque après-midi, j'arrêtais de peindre, me lavais et enfilais un tablier pour apprendre les secrets de la cuisine italienne authentique. J'ai passé les 5 matins suivants sur une échelle, lavant le plafond en étain estampé puis le peignant d'une couleur de base. Une couleur d'accent a donné au plafond un air digne de la chapelle Sixtine. Mon Dieu, Peter, c'est tellement beau. Tu es un artiste. Le lendemain, les routes étaient ouvertes et les clients ont commencé à affluer. Chacun d'eux tournait la tête en arrière pour admirer mon travail. De nombreuses jeunes femmes s'arrêtaient également pour admirer le peintre, et bientôt, j'avais un agenda social bien rempli. Je n'ai pas pu peindre beaucoup dans les jours suivants car la serveuse de Madame Volano ne se présentait jamais. Je lui ai assuré que j'étais un serveur expérimenté et j'ai pris la direction du restaurant pendant qu'elle dirigeait la cuisine. Nous avons formé une très bonne équipe. J'ai dormi comme une bûche cette nuit-là. C'était la première fois que je ne lisais pas la lettre de Brienne avant de me coucher. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le chant d'un vrai coq. Plus tard, j'ai appris que c'était Madame Volano qui réveillait le coq. Pendant l'intervalle entre le déjeuner et le dîner, je suis resté à ses côtés et j'ai appris ses secrets. Madame Volano adorait chanter, surtout des chansons d'amour italiennes. Bientôt, elle m'a fait harmoniser avec elle. Elle a aussi décidé de m'apprendre à parler italien en cuisinant. J'étais un élève rapide et bientôt nous conversions dans sa langue maternelle. Enfin, peut-être que converser était un peu exagéré, mais j'absorbais tout ce qu'elle disait. C'était la femme la plus patiente que j'ai jamais rencontrée. Les leçons continuaient d'arriver. Au printemps, nous avons planté un jardin d'herbes, à l'automne, j'ai appris à faire du vin et à mettre en conserve des produits. J'ai enfreint ma règle et je suis resté 18 mois à apprendre à cuisiner comme un maître et à parler comme elle aussi. J'ai terminé de peindre un jour chaud de printemps et j'ai dit à Madame Volano qu'il était temps pour moi de partir. Elle a souri et a dit qu'elle comprenait. Ils m'ont organisé une fête d'adieu digne d'un général victorieux. Madame Volano m'a offert plusieurs cadeaux,
dont un livre de recettes manuscrit et une caisse de vin fait maison. Après m'avoir donné une dernière étreinte, elle m'a remis une enveloppe avec un nom et une adresse. Quand tu arriveras à San Francisco, va voir mon cousin Anthony. Dis-lui que tu es le fils que j'ai toujours voulu. J'ai décidé de faire un peu de tourisme et j'ai pris la route touristique vers la côte. J'ai même gagné quelques dollars à Reno, la plus petite grande ville du monde, et j'ai craché dans le Grand Canyon. 4 semaines plus tard, je déjeunais au Fisherman's Wharf. Le lendemain matin, je me suis présenté à l'adresse sur l'enveloppe. C'était un très beau restaurant italien, entouré d'une douzaine d'autres très beaux restaurants italiens. Il semblait que Knob était le paradis pour les amateurs de cuisine italienne. Le quartier sentait comme le paradis. Le restaurant était sombre, alors j'ai frappé à la porte. Un homme petit et chauve, habillé tout en blanc, a jeté un coup d'œil depuis la cuisine et a crié « Nous ne sommes pas ouverts ». J'ai frappé à nouveau, cette fois il a ouvert la porte « Que veux-tu » Je lui ai tendu l'enveloppe. « Il était temps que tu arrives », puis il a crié en italien « Eh, chef, ce type qui sait tout est là ». Tony a regardé la note puis a éclaté de rire. Apparemment, il ne savait pas que je pouvais comprendre l'italien. Pendant qu'il lisait la lettre à haute voix, ma cousine folle a dit que je devais lui confier ma cuisine à cet étranger et le laisser cuisiner. Son équipe a ri et a fait quelques commentaires très peu flatteurs sur la façon dont un homme qui ressemble à du pain blanc pense qu'il peut cuisiner comme l'un des nôtres. J'ai décidé de ne pas le montrer. Tony a remarqué la grande boîte en carton et les 2 sacs de courses remplis à mes pieds. « Qu'est-ce que tu as là, chef ? Tu déménages ?» Les employés se sont moqués de moi en italien. « Un cadeau de Madame Volano », ai-je répondu. J'ai ouvert la boîte et lui ai montré 4 bouteilles de vin fait maison. Tony a demandé un verre et a ouvert une des bouteilles. Il a servi assez pour une gorgée, puis il a rempli le verre et a pris une autre gorgée. Qui a fait ça ? La bouteille a été passée et tout le monde a goûté le vin. Madame Volano m'a appris l'automne dernier. Si tu cuisines aussi bien que tu fais du vin, je pourrais te garder ici. Tony a appelé ses filles et j'ai été présenté à Gina et Marie, les 2 jumelles brunes les plus parfaites et époustouflantes que je pouvais imaginer. J'ai bredouillé un enchanté de faire votre connaissance et Marie a souri en disant « enchanté aussi ». Gina, au lieu de cela, m'a lancé un regard méchant et a dit « alors c'est toi le légendaire cuisinier du Colorado ». J'ai entendu quelqu'un rire derrière moi, puis déclarer « la légende, hein ?» Lui, une légende ? Cela a été suivi par un éclat de rire général, et ainsi, j'ai été baptisé avec mon surnom. Tony a annoncé en italien « Super, voyons ce que la légende peut cuisiner. » Je suis peut-être fou, mais je fais confiance à ma cousine. Ce soir, San Francisco sera ton juge. Gina me fusillait du regard. Tu as compris chaque mot qu'elle a dit, mon sourire m'a trahi. Elle a commencé à me réprimander en italien jusqu'à ce que je me défende dans sa langue maternelle. L'équipe de cuisine regardait avec émerveillement pendant que nous nous disputions. Tony nous a finalement séparés en disant « Gardez ça pour plus tard. Ton petit ami a du travail à faire. » Petite amie, elle a craché à mes pieds. Demain, il aura de la chance s'il est plongeur, puis elle a lâché quelques insultes bien choisies et est sortie furieuse. Tony a ri et a dit « Je crois qu'elle t'aime bien. Maintenant, au travail. Tu vas préparer la soupe et 2 plats spéciaux pour ce soir. » J'ai pris mes sacs, pleins d'herbes et d'épices, j'ai fait une prière rapide et j'ai salué mon équipe. Pour le reste de la soirée, nous avons parlé en italien. Ce soir-là, mon siopino, une soupe de pêcheur italienne traditionnelle faite avec du crabe frais, des coquilles Saint-Jacques, des crevettes et des palourdes, s'est épuisé en 1 heure. Mon linguine à l'huile, fait avec du crabe, s'est vendu en quelques minutes. Ma soirée a été complète lorsqu'un serveur m'a raconté que 2 personnes avaient failli en venir aux mains pour la dernière portion de mes gnocchis au pesto de basilic fait maison. Tony est entré dans la cuisine et m'a embrassé, et Marie a proclamé que ce soir-là, une légende est née. Gina, cependant, est restée dans le bureau pour faire la comptabilité. Elle n'a pas dit un mot, bien que j'ai envoyé un serveur avec des échantillons des 2 plats pour elle. J'ai remercié tout le monde dans la cuisine et j'ai su que j'avais trouvé un nouveau foyer. Le seul changement que je ferais serait de mettre de la musique et d'encourager mon équipe à chanter pendant qu'ils travaillaient, comme Madame Volano disait toujours, la musique rend la nourriture meilleure. La fortune des Winston a été faite dans l'immobilier. Le grand-père Charles Winston s'est d'abord spécialisé dans les saisies hypothécaires. Il a acheté, certains diraient volé, des dizaines de fermes pendant la Grande Dépression. Après la Seconde Guerre mondiale,
il a commencé à diviser des champs de maïs pour construire des maisons standardisées que le gouvernement financerait pour les soldats de retour. Il avait un ensemble de plans d'étages, et chaque maison, sauf pour la couleur des tuiles et des volets, était un clone de toutes les autres. Le vieux Charles Winston II a suivi la tradition familiale et a acheté des options sur plusieurs fermes autour de la ville lorsque les temps étaient durs, pendant la récession de l'OPEP dans les années 70. Il les a gardées discrètement jusqu'à la fin des années 80, lorsque le marché immobilier a explosé. Les remorques de construction ont été suivies par des maisons modèles, et l'argent a commencé à affluer. Charles Winston III et Brienne n'ont pas perdu de temps pour se marier. Leur lune de miel dans un paradis tropical ne s'est pas exactement déroulée comme promis dans la brochure lorsqu'ils ont tous deux été touchés par un parasite intestinal. Le complexe a nié toute responsabilité, affirmant qu'ils n'avaient pas suivi les avertissements de ne pas manger la nourriture des vendeurs ambulants sur la plage. À leur retour, le jeune Winston a convoqué une réunion et a annoncé « Mon père a eu son moment, mais le temps d'être conservateur est révolu. À partir de maintenant, nous serons plus agressifs. Je vous veux là-bas, à la recherche de fermiers prêts à vendre. » Malheureusement, Charles Winston III n'avait pas la vision commerciale du vieux. C'était un narcissique mégalomane qui pensait en savoir plus que tous les autres, et maintenant personne ne pouvait l'arrêter. Il a commencé à acheter des terres agricoles à des prix historiquement élevés. Lorsque la bulle immobilière a éclaté en 2007, il avait tout mis en gage. La grande récession a étranglé l'économie, et les gens ont cessé d'acheter de nouvelles maisons. Là où tous les autres voyaient des problèmes et se retiraient, Charles Winston voyait une opportunité et a emprunté plus d'argent pour acheter son plus grand concurrent. Il possédait maintenant plus de 500 acres vides, ainsi que plus de 50 maisons en construction. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était des clients. Il a essayé toutes les astuces qu'il pouvait imaginer pour relancer l'activité, sans succès. Bientôt, sa boîte aux lettres était pleine de notifications d'entrepreneurs non payés. Les banques nerveuses ont vu la valeur de leurs garanties chuter et ont appelé leurs prêts, exigeant un paiement intégral. Le troisième était confiant de pouvoir surmonter la tempête et a tout liquidé, y compris le modeste portefeuille d'actions qu'il avait hérité. Il a même racheté ses polices d'assurance. Son dernier souffle a été de percer le coffre-fort de sécurité et de prendre tous les bijoux de sa mère, mais ce n'était pas suffisant pour acheter même un mois de répit à ses créanciers. Le jour où sa maison devait être saisie par les créanciers, il s'est servi un verre de whisky, a pris le fusil de calibre 12 de son père et s'est tiré une balle. Son cercueil n'a pas été ouvert aux funérailles. Brienne l'a trouvé quelques minutes avant qu'un shérif n'arrive pour délivrer les papiers d'expulsion. Elle pensait que c'était le pire jour de sa vie, malheureusement, beaucoup d'autres étaient à venir à mesure que les défaillances fiscales de son défunt mari étaient révélées. « Tu as promis à ton père que tu me conduirais à l'hôtel. » La date du mariage de ma sœur approchait et elle exigeait que je tienne ma parole. Je voulais aller à son mariage, mais il y avait un problème, mon ex, Brienne, était la cousine du marié et serait là avec sa mère. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 5 ans et je préférais continuer ainsi pour le reste de ma vie. Cependant, ma sœur a été implacable et a finalement usé ma résistance, et les plans ont été faits pour que je prenne un week-end de congé pour voler à Chicago. Je m'entraînais dans une salle de sport et je devais admettre que j'avais fière allure en smoking. Le chauffeur de la limousine a parfaitement synchronisé son arrivée, les garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur traînaient devant l'église, se demandant sans doute si le frère disparu ferait une apparition après 5 ans. J'ai pu entendre l'orgue jouer tandis que je sortais. J'étais suivi par mes accompagnatrices, Gina et Marie, les deux incroyablement belles sœurs jumelles, vêtues de robes de créateurs qui leur allaient parfaitement, chacune avec une fente jusqu'à la cuisse révélant leurs bas en dentelle. Un mois plus tôt, lorsque je leur ai dit que je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de partenaire, elles se sont toutes les deux proposées de m'accompagner et de jouer le rôle. J'ai plaisanté en disant que j'aimais les deux également et que je ne pouvais pas décider. Gina, l'aînée de presque 5 minutes, a suggéré que je change ma carte de réponse de E+1 à E+2, et Marie a soutenu l'idée, disant que j'étais hors du vote. Ma sœur a demandé qui était la troisième personne sur ma carte de réponse. Je lui ai dit qu'elle devrait se marier pour le découvrir. Le groupe de demoiselles et garçons d'honneur a regardé surpris alors que je menais une belle femme à chaque bras et les escortais jusqu'au banc de la famille de la mariée. L'expression sur le visage de ma mère était inestimable. Bon sang, elles étaient éblouissantes. Plus d'une personne a dû se tordre le cou pour voir le frère absent depuis si longtemps défiler vers l'hôtel. Des caméras crépitaient sur presque chaque banc. Un groupe d'amis du lycée a applaudi et sifflé alors que nous passions. J'ai vu Brienne assise avec sa mère. Le temps ne lui avait pas été favorable,
et elle avait pris au moins 30 kilos. Elle avait une expression confuse sur son visage pâle. Mes deux accompagnatrices m'ont embrassé avant que je ne reprenne mes fonctions d'escorte. J'ai trouvé Wendy dans le vestibule et lui ai dit à quel point elle était belle. Elle a ri et a dit, espèce d'idiot, personne ne pouvait surpasser cette entrée. Nous avons commencé notre procession alors que l'orgue jouait la marche nuptiale. Elle avait une dernière demande, que je fasse le toast avant le dîner. Je ne me suis jamais senti à l'aise en public, mais j'ai accepté de dire quelques mots. J'ai essayé de griffonner quelques pensées, mais je n'avais pas beaucoup de succès lorsque j'ai remarqué un couple âgé assis seul à la table des mariés. J'ai découvert qu'ils étaient les grands-parents du marié, qui avaient volé d'Italie uniquement pour l'occasion. J'ai également découvert qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. J'étais nerveux et j'ai essayé de les ignorer, mais ils semblaient si parfaits assis ensemble, souriant à une salle pleine d'étrangers parlant une langue qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils m'ont inspiré. Des centaines de scénarios ont traversé mon esprit, la plupart impliquant de braquer un projecteur sur Brienne et de lui demander d'expliquer ce qu'elle voulait dire en jurant jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au lieu de cela, j'ai pris la voie noblée, dans un italien impeccable, j'ai demandé au couple âgé de se lever. Je les ai salués avec des accolades et j'ai demandé à l'audience de lever son verre en l'honneur du patriarche et de la matriarche d'une grande famille maintenant unie à la mienne. Après une longue série d'applaudissements, j'ai annoncé, Brad, Wendy, venez me rejoindre ici. La salle est devenue silencieuse, se demandant ce que j'étais en train de préparer. J'ai demandé à chacun d'étendre la main droite. Sur son lit de mort, notre père a demandé à ma sœur de mettre ses mains dans les miennes, puis il a enveloppé les nôtres avec la maigre force qui lui restait et a dit, « Je suis désolé de ne pas être ici pour partager le reste de ta vie, donc je passe ma responsabilité à ton frère Peter. Tu seras le meilleur ami de Wendy, son professeur et son protecteur. Ne me déçois pas. Ce soir, je transmets cette confiance sacrée à ton mari. Je lie ton âme à celle de Wendy. Vous êtes maintenant une seule entité. Tu es son meilleur ami, son professeur et son protecteur. Ne me déçois pas. » La foule a applaudi avec enthousiasme, sauf Brienne, qui pleurait de façon incontrôlable. Sa mère a tenté en vain de la consoler. Après le dîner, un quatuor a commencé à jouer une sélection de musique médiocre. La musique n'était pas mauvaise, mais le groupe manquait d'un chanteur fort. Gina et Marie m'ont pris par les bras et m'ont emmené sur la piste de danse, où elles ont pris le micro. Gina a immédiatement congédié les guitaristes et le batteur, et a défié le claviériste de nous accompagner. Ensuite, elle a annoncé, « Mesdames et messieurs, directement après une saison de 3 ans à San Francisco, je vous présente, la légende. » La salle de banquet est devenue folle. Nous avions beaucoup d'expérience à chanter ensemble au restaurant, et nous avons passé les 2 heures suivantes à sérénader ma sœur et son nouveau mari avec des chansons d'amour. Gina et Marie harmonisaient comme des anges. Nous avons même convaincu le grand-père du marié de mener la tarantella tandis que le marié dansait avec sa grand-mère. Lorsque nous avons finalement fait une pause, ma belle-mère s'est approchée de moi. « Peter, puis-je avoir un moment, s'il te plaît ?»« Bonsoir, Madame Bennington. Brienne espérait avoir la chance de te parler, mais il semble que tu sois aussi insaisissable que le vent. Elle aimerait s'excuser et demander ton pardon. Madame Bennington, ce n'est pas nécessaire. Cela fait de nombreuses années que rien de ce que Madame Winston dit ne m'importe. S'il te plaît, Peter, ne sois pas ainsi. Parle-lui. Je ne le ferai jamais, mais il y a quelque chose que j'aimerais te donner. J'ai sorti un morceau de papier froissé de mon portefeuille. Le jour où ta fille a divorcé de moi, son avocat m'a remis ceci. J'ai dû le lire environ 10 000 fois. Mes larmes peuvent rendre cela difficile à lire, mais mes larmes ont séché et je ne ressens plus la douleur de sa trahison. C'est le dernier lien avec ta fille. Prends-le. Maintenant, il est à toi. Si tu veux bien m'excuser, mes accompagnatrices m'attendent. Je me suis retourné et je n'ai jamais regardé en arrière. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez « Je suis resté jusqu'à la fin ». Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est incroyable comme la vie peut prendre des tournures inattendues, n'est-ce pas? Le personnage principal a affronté des défis, traversé des moments difficiles, mais au final, il a réussi à aller de l'avant d'une manière impressionnante. Je pense que c'est une leçon que nous pouvons tous en tirer, peu importe ce qui se passe, on a toujours la chance de se réinventer, de se relever et de montrer au monde de quoi on est capable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce rebondissement final et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire.
Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Pensez-vous qu'il a pris les bonnes décisions? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.